Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Node de Hack the Box. Bien que celle-ci se veuille moyennement complexe, elle nécessite un ensemble de connaissances assez important, notamment pour l'analyse de binaires. Comme d'habitude, nous allons faire usage de Nmap afin d'identifier les services en écoute sur la machine. Dans le cas présent, on retrouve deux ports ouverts, le port 22 et le port 3000. Ce dernier exécutant le service Node.js, nous allons ouvrir un navigateur afin d'inspecter ce qu'il héberge. Il est à noter que nous avons également démarré un burp proxy afin d'enregistrer nos requêtes. Ici, le site ne semble pas présenter d'informations ou de fonctionnalités particulières, si ce n'est une page d'authentification. Nous allons donc aller sur notre interface burp afin de voir s'il est possible d'obtenir plus de détails. Dans le cas présent, en inspectant le répertoire API, nous pouvons voir un dossier Users dans lequel nous avons une requête pour l'utilisateur Tom. Celle-ci contient ce qui s'apparente au mot de passe sous forme de hash de l'utilisateur Tom. Avec cette information, il serait donc éventuellement possible de retrouver le mot de passe de l'utilisateur. Cependant, en rejoignant la requête, nous pouvons également constater que si l'on retire le nom de l'utilisateur lors de l'envoi de celle-ci, il est possible de récupérer l'intégralité des noms et hash utilisateurs. Ici, l'identifiant du premier résultat est MyPlaceAdminAccount. Il est donc probable que celui-ci dispose de plus de privilèges que les autres. Nous allons donc tenter de récupérer son mot de passe en clair en effectuant une rapide recherche sur Internet. Dans le cas présent, le mot de passe semble être Manchester. Nous allons donc retourner sur la page d'authentification et tenter d'accéder au compte MyPlaceAdminAccount. L'accès au compte nous donne la possibilité de télécharger un fichier de sauvegarde. Nous allons donc cliquer sur Download Backup afin d'inspecter son contenu sur notre machine locale. Une fois le fichier récupéré, nous allons commencer notre analyse avec une simple commande file afin d'identifier le type de fichier. S'agissant d'un simple fichier texte, nous allons rapidement inspecter son contenu et constater que celui-ci est encodé en base64. Afin de décoder celui-ci, nous allons utiliser la commande base64-d et rediriger le résultat vers un autre document. Si l'on réitère notre commande file, nous avons maintenant affaire à une archive zip. Cependant, si l'on tente d'ouvrir celle-ci, il est nécessaire de fournir un mot de passe. Afin de contourner ce léger problème, nous allons faire usage de la commande fcrackzip et tenter de brute forcer notre accès. Une fois le mot de passe découvert, nous pouvons finalement extraire l'archive et constater qu'il s'agit probablement d'une sauvegarde du site web vu précédemment. Ici, l'archive contient très probablement des identifiants ou autres informations concernant la machine. Nous allons donc commencer par lister le contenu de var/3w/myplace et voir si nous avons accès à des fichiers de configuration. Dans le cas présent, nous allons nous intéresser au fichier app.js qui peut contenir des secrets, notamment pour se connecter à des bases de données. Dans un premier temps, si l'on regarde le début du fichier de configuration, nous avons un couple utilisateur-mot de passe pour une base MongoDB. N'ayant pas identifié de port MongoDB sur la machine lors de l'analyse des ports, nous allons donc tenter notre chance avec le service SSH. Cependant, avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur cette section du fichier qui fait référence à un exécutable nommé Backup. En effet, celui-ci sera utile plus tard pour notre escalade de privilèges. Bien, maintenant nous allons pouvoir tenter de nous authentifier au service SSH avec le compte de Marc via le mot de passe que nous avons découvert précédemment. Une fois connectés, nous pouvons constater que nous ne sommes pas encore sortis du bois. En effet, pas de flag à l'horizon et 3 utilisateurs dans le /home. Le mouvement latéral étant évident, nous allons commencer par lister les processus et découvrir que l'utilisateur Tom exécute un fichier app.js. Nous allons donc aller inspecter son contenu. Ici, le fichier JS contient les identifiants que nous avons découverts précédemment et se connecte à une base de données MongoDB nommée Scheduler. Le script se connecte toutes les 30 secondes et exécute une série de tâches via la fonction exec. Il est donc possible d'ajouter une tâche et faire en sorte que celle-ci nous donne un shell en tant que Tom. Pour ce faire, nous allons commencer par nous connecter au service MongoDB via la commande mongo-p-u mark et spécifier la base de données Scheduler. Une fois connecté, nous allons exécuter la commande db.tasks.insert et spécifier les opérations à effectuer.
Ici, nous allons simplement copier bash dans /temp et appliquer les droits nous permettant de l'utiliser en tant que tom. Une fois l'opération terminée, nous pouvons quitter le shell MongoDB et nous diriger dans /temp. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions pouvoir exécuter le binaire tom avec le paramètre -p et obtenir un shell avec les privilèges de tom. Maintenant, nous sommes dans la dernière ligne droite. Cependant, toujours pas de flag utilisateur à l'horizon. En effet, la solution réside dans l'exploitation du binaire backup qui va nous permettre d'obtenir les droits root sur la machine. Nous allons donc venir copier celui-ci sur notre machine à l'aide de scp. Une fois l'opération terminée, nous allons pouvoir démarrer Ghidra et créer un nouveau projet afin d'analyser notre binaire. Ici, la vulnérabilité n'est pas évidente. En effet, comme indiqué dans le fichier app.js vu précédemment, celui-ci prend 3 paramètres, l'option Q, la variable backup key et le chemin à sauvegarder. La petite astuce ici est qu'il ne fallait pas utiliser l'option "-q, mais il fallait tout de même spécifier quelque chose afin de respecter le nombre de paramètres nécessaires, par exemple "-x. En faisant cela, nous allons prendre un chemin d'exécution différent dans le code et faire en sorte que la variable locale 28 soit égale à 1. Lorsque cette variable est égale à 1, celle-ci va permettre l'exécution de la fonction displayTarget. Cette fonction affiche à l'utilisateur le dossier qui va être sauvegardé. Cette information, fournie par l'utilisateur, ne subit pas de contrôle de taille. En effet, la variable locale 200 fait 508 octets. Si nous spécifions une valeur plus grande, nous obtenons une corruption mémoire lors de l'exécution de strcpy. Afin de gagner du temps, j'ai déjà effectué le processus permettant d'identifier le nombre de caractères nécessaires à la corruption de l'EIP. Il s'agit de 512. De plus, la méthode d'exploitation la plus simple ici est le read to libc. Nous allons donc simplement avoir besoin de quelques informations afin d'obtenir un shell. Dans un premier temps, nous allons commencer par écrire un modèle pour notre preuve de concept. Ici, nous allons importer les librairies nécessaires et spécifier les variables pour libc, système et binsh. Ensuite, nous allons spécifier notre charge utile qui va venir exécuter binsh. Enfin, nous allons terminer par une boucle while permettant de brute forcer notre position sur la stack. Notez que la variable spécifiée après le paramètre -x est celle qui correspond à la valeur contenue dans app.js. Cependant, je ne suis pas sûr que celle-ci soit importante. Maintenant, nous allons pouvoir revenir sur notre terminal et récupérer les informations manquantes. Tout d'abord, nous allons exécuter la commande ldd sur backup afin d'obtenir l'adresse de la libc. Ensuite, nous allons exécuter la commande readelf sur la libc afin d'identifier la fonction système. Enfin, nous allons terminer avec l'exécution de la commande strings sur la libc afin de trouver une instance de la chaîne de caractères /bin/sh. Une fois nos adresses récupérées, nous allons pouvoir venir mettre à jour notre preuve de concept avec les bonnes valeurs. Maintenant, nous pouvons simplement faire un copier-coller du code sur la machine distante et exécuter celui-ci à l'aide de la commande Python. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell root sur la machine. Il ne reste plus qu'à venir récupérer le flag root dans /root/root.txt et le flag utilisateur dans /home/tom/user.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.